Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h16, on va vous parler d'un sujet important, la charge mentale. On en parle aujourd'hui avec deux spécialistes, Tristan Letertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Mooncard, qui est une société spécialisée dans les dépenses professionnelles. Et puis en face de nous, un livre aussi, et une jeune femme, Marie-Laure Monneret. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. coach professionnel certifié, formé à la PNL et à l'analyse transactionnelle. Et ce livre que vous avez sorti en 2018 aux éditions First, Exit la charge mentale. Eh ben, ça nous arrange bien. Oui, alors c'est vrai que beaucoup d'études jusqu'à présent parlent davantage de la charge mentale et de son impact au travail, mais jamais l'inverse. Hein. C'est la raison qui vous a poussé, Tristan Letertre, à aller sur cette enquête. Hein. Comment finalement le travail empoisonne un peu notre vie privée. Donnez-nous parce qu'on l'a évoqué dans le Grand Matin Sud Radio, on vous a déjà entendu tout à l'heure, mais donnez-nous les résultats principaux de cette enquête. Quoi. Déjà, on observe que tous les cadres, enfin 92% des cadres, emmènent du travail à la maison. Oui. Voilà, on y pense le travail, le soir, le week-end, et puis en faisant du sport. Et ce qui nous a intéressé, c'est de mesurer d'une part l'impact sur la santé ou sur les relations personnelles avec la famille, avec les enfants, le fait d'être empêché de dormir, pour moi, voilà, pourquoi le travail empêcherait de dormir, générerait des tensions de couple. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que c'est pas pareil selon qu'on est un homme ou une femme, cet indice de charge mentale, et c'est pas pareil si on est plus jeune ou plus senior. Ça, c'est vraiment les enseignements qu'on a pu voir sur cette nouvelle étude réalisée en mai. Quelle est la différence, alors justement, entre les hommes et les femmes ? Est-ce que la façon de gérer ce problème est genrée réellement ? Alors, on l'a mesuré. Hein, l'Institut IFOP a réalisé un certain nombre d'études. On a créé cet indice de charge mentale. Qui supporte le mieux, finalement ? Alors, ce qu'on observe, c'est que de manière extrêmement claire, selon qu'on ait des enfants ou pas, ça change. Donc, quand on a des enfants, on a une charge mentale supérieure. Et selon qu'on est un homme ou une femme, c'est pareil. C'est-à-dire que les femmes, et notamment les mères de famille, il y a plus de 44% des mères de famille qui ont l'impression de ne pas s'en sortir. Hein. Donc c'est vraiment avoir un stade où on dit je suis totalement dépassé. On est dans le brouillard tout le temps. On est dans le brouillard tout le temps. On a trop de boulot. On gère pas assez son quotidien. Et ça, on l'a mesuré comparé à des niveaux beaucoup plus faibles pour les hommes célibataires, sans stigmatiser. Ce sont les mesures. Hein. Ce ne sont pas mon interprétation personnelle. Ouais. Le terme de charge mentale est apparu ces dernières années. Nous n'en parlions pas précisément. D'ailleurs, il vient de rentrer dans le Larousse cette année. Marie-Laure Monneret, charge mentale, vous qui avez travaillé beaucoup sur le sujet. Alors finalement, c'est un terme qui date des années 70. Oui, mais enfin bon, pardonnez-moi, mais dans le grand public, personne n'entendait parler de cette charge mentale. Je suis d'accord. Et effectivement, c'est apparu vers 2017 avec la BD de Emma. Qui s'appelait Mais il fallait me demander. Alors, fallait me demander, c'est effectivement très irritant pour une femme. Parce que c'est dire, si tu as besoin d'aide, faut me le dire. Et besoin d'aide, mais c'est pas de l'aide dont j'ai besoin, c'est vraiment de partager cette responsabilité qu'on a ensemble, de faire tourner la maison. Vous voulez dire dans le couple, hein, dans le couple, c'est ça. Absolument. Et d'où est venue justement cette notion de charge mentale ? Parce qu'auparavant, ça existait en fait beaucoup moins, parce que les familles étaient beaucoup plus grandes. Schématiquement, dans 70 ou 80% des cas, il y avait la maman, la grand-mère qui restait, qui était juste à côté, etc. C'est à partir du moment où il y a eu un peu cet éclatement ? C'est surtout que en fait, la femme est rentrée dans le monde du travail sans que l'organisation familiale évolue. Oui. Et donc, on continue d'avoir ce même schéma qu'on reproduit de notre éducation, où c'est la femme qui prend en charge les 3/4 du temps, la plupart de la gestion du foyer et de l'organisation surtout. C'est pas tellement une question de choses à faire, c'est surtout une question de choses à organiser. Non, attendez, parce qu'il faut s'occuper justement des enfants, il faut s'occuper des courses, et voilà, etc. Auparavant, il y avait les grands-parents qui étaient là pour cela. Et ensuite, il y a eu un éclatement effectivement de cette bulle familiale avec les gens qui vont travailler beaucoup plus loin. Mais jusque les années 60-70, si vous remontez, vous regardez les structures des foyers, c'était ça, puisque beaucoup étaient davantage à la campagne ou même en ville où il n'y avait pas cette déstructuration avec des gens qui vont travailler, qui sont mutés en permanence à droite à gauche. Oui, tout à fait.
Est-ce que finalement, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que finalement les femmes intègrent mieux, enfin supportent mieux cette charge de travail que les hommes? Est-ce qu'elles se sont finalement habituées à force depuis les années dont parle Patrick, de se dire voilà, on a un cahier des charges un peu plus important que les garçons? Elles le subissent, on ne peut pas dire qu'elles le supportent mieux, puisque justement les chiffres de l'étude le disent très bien. Elles n'en peuvent plus, elles débordent de travail. C'est pour ça qu'on voit que la charge mentale est plus difficile, enfin est plus forte chez les femmes, parce qu'elles ont la charge professionnelle et la charge du foyer. Mais elles arrivent quand même, in fine, à aller de front. C'est-à-dire qu'elles vont pas très bien, mais finalement, elles arrivent à travailler, à vivre et à gérer leurs enfants. Aujourd'hui, le constat, même s'il y a des petits manquements, mais on se rend compte quand même qu'elles sont jusque-boutistes. Elles y arrivent parce qu'elles considèrent que c'est leur mission et qu'elles n'ont pas le choix. Alors qu'en fait, elles auraient le choix. Il n'y a pas de raison que ce soit elles qui supportent toute la charge familiale et la charge du foyer. Comment on peut changer, finalement ? Comment on peut changer ? Déjà de prendre conscience que ce n'est pas un fait, qu'on n'est pas obligé d'assumer toute cette charge. Et on peut changer en faisant évoluer la société aussi, parce qu'il y a un point de départ aussi à cette inégalité de répartition, c'est l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, qui conduit à, quand il y a un enfant qui arrive dans le foyer, à ce que ce soit financièrement plus intéressant que ce soit la femme qui arrête de travailler ou qui travaille à temps partiel par rapport à l'homme. Donc si on vous a évolué au sein de l'entreprise ou au sein de la société l'égalité, ça permettrait aussi une répartition plus équitable dans le foyer. Oui, Tristan Le Tertre, pourquoi justement vous avez lancé cette enquête ? Parce que il y avait, on avait les enquêtes et les études qui allaient dans le sens inverse, qui étaient produites souvent de la charge mentale en fait domestique sur l'impact au travail. Et vous avez voulu mesurer. Parce qu'il faut faire évoluer les choses dans ce sens, quoi. Oui, le concept, effectivement, nous s'appuie quelque part sur les travaux de Marie-Laure, c'est un concept qui n'existe que dans le foyer, j'ai envie de dire, et qu'on a voulu remettre sur l'environnement professionnel. Nous, historiquement, chez Mooncard, on s'occupe d'un sujet, d'un irritant du quotidien des salariés, qui est tout ce qui est argent, notes de frais, l'administratif, voilà. Donc, à un moment donné... Qui sont des choses qui font partie d'une forme de charge mentale. Voilà, ça, donc moi, c'est un sujet, évidemment, en tant que chef d'entreprise qui me préoccupe depuis des années, de simplifier le quotidien des collaborateurs. Et à partir de cette fenêtre qui sont notre spécialité, notes de frais, on a cherché des chiffres, on a cherché à mesurer ça, et on a lancé une première étude en 2019 qui était sur, effectivement, tout ce qui a un impact sur la vie privée. Donc il y a plein d'aspects administratifs qui sont ressortis. Il y a la gestion des congés, la gestion de la rémunération, les notes de frais, qui étaient en top 1. Ça nous a pas étonné, parce que c'est ce qu'on essaye de résoudre. Mais plus globalement, en fait, quand vous tirez un peu le fil de ça, vous découvrez énormément de choses. Oui, parce que donc c'est énormément de choses du travail qui vont se déplacer sur la vie, en fait, au foyer, qui vont l'empoisonner. Oui, mais là, c'est le sens un peu de votre c'est enquête. Ça. Alors, l'un des premiers impacts qu'on a identifié, c'est les sujets d'argent, parce que nous, on traite de l'argent dans l'entreprise. Et on a découvert, on a eu beaucoup de témoignages. Moi, j'avais des témoignages, j'en ai d'ailleurs toujours, de dire l'avance d'argent, le salaire, ça crée des tensions dans le couple parce qu'on ne se fait pas rembourser par l'entreprise. Donc ça, c'était, je dirais, le constat de départ. Et en faisant cette étude, la première étude et celle-là, on s'est aperçu que, par exemple, le travail empêchait de dormir. En faisant du sport, il y a plus de 70% des cadres qui pensent à leur travail, vous voyez, dans ces moments-là. On a même été sous la couette, où on s'est aperçu, là, l'étude le reprend, que... Qu'est-ce qui se passe sous la couette ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, là, vous intéressez. Non, mais si. Parce que c'est symptomatique. Au-delà de l'anecdote, il y a près de 16% des cadres qui disent penser régulièrement au travail pendant les ébats intimes. Donc c'est évidemment très cocasse, mais au fait c'est inquiétant. Oui, parce qu'à partir du moment où ça vous empêche de dormir, il y a près de 39% des cadres qui disent qu'ils ont des problèmes de sommeil à cause de leur travail. Et de l'inquiétude en général. Et d'inquiétude, vous dites, attendez, il y a une limite rouge qui a été franchie là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un taux d'absentéisme plus important, d'arrêt de maladie ? Est-ce que ça engendre aussi des problèmes dans l'entreprise ? Alors ça on l'a moins mesuré, notamment dans la période actuelle, puisque
on sort de 12 mois de confinement, de télétravail et d'incertitude économique, puisque ça génère aussi beaucoup de stress. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que, et je pense que l'étude autour notamment des mères de famille, c'est que en fait, le travail s'est connecté même physiquement. Quand on est à la maison, alors c'est quoi concrètement? Ça c'est mon interprétation, mais c'est les enfants, c'est le fait de gérer la logistique, il y a eu aussi différents confinements, parce qu'il y a eu les enfants à la maison et les enfants pas à la maison. Pas de respiration. Il y a eu pas de respiration. Donc, mais l'un des problèmes majeurs que vous avez dû tous les deux voir aussi dans les différentes enquêtes que vous avez menées, c'était bien souvent les réunions. Les réunions qui sont trop tard, etc., qui vont bloquer alors qu'on pense à récupérer en fait le gamin, à préparer les choses en fait le soir à la maison. Avec le confinement, est-ce que fondamentalement ça a changé un petit peu les choses en termes d'organisation, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui veulent une partie de télétravail en semaine, 2-3 jours, quoi. Marie-Laure Monneret. Alors effectivement, les réunions sont complètement réorganisées maintenant, parce que quand on les fait en Zoom, on a une certaine heure, on a une plage horaire, et là on est obligé de la respecter. Donc c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus efficace. Non, mais même au bureau, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas lieu à 17h ou à 16h30. Mais justement, je pense que c'est une conséquence de cette nouvelle organisation qu'on a apprise pendant les différents confinements et pendant la crise. Et effectivement, le télétravail qui se répand maintenant, qui est un peu plus toléré plus démocratisé. Voilà, plus généralisé. Va assouplir peut-être cette charge mentale, parce que bon, alors je parle surtout pour les Parisiens, c'est vrai que ça réduit énormément. C'est valable partout, hein. Donc attendez, c'est valable à Marseille, à Bordeaux, etc. Ça va réduire les trajets. Il y a 1h30, 2 heures en fait de travail. Souvent, en fait, on a une fausse opinion, parce qu'on se dit oui, les Parisiens, et c'est faux, parce que bien souvent ils habitent à 30-40 km, et aujourd'hui il y a des bouchons à l'entrée de toutes les villes, quoi. Donc c'est vrai partout, hein, en fait. On le constate. La preuve en est, c'est que tout à l'heure nous étions en direct avec quelqu'un de la montagne à Clermont-Ferrand, qui nous disait qu'il y avait un impact terrible aujourd'hui, et que les gens étaient effectivement angoissés. Alors eux, c'était pour rester chez eux, puisqu'ils ne partaient plus à 30-40 km dans le Cantal, et que les généralistes n'ont jamais vu ça. Donc vous voyez comme quoi c'est un peu partout. Et donc sur cette notion justement de réunion, là les entreprises sont en train de s'organiser? Oui, là alors nous on a mesuré d'ailleurs dans l'étude que ça exacerbait un peu la pénibilité des réunions, hein. Les réunions sont dans le top 2, top 1, avec la gestion des emails, des irritants, ça on l'avait déjà mesuré. Là c'est passé de 55 à 69%, enfin des gens qui ont du mal à supporter les réunions, notamment ceux qui font 3, 4, 5 jours de télétravail par semaine. C'est en gros, bon, déjà les réunions c'est pénible, mais en plus quand vous n'avez pas le contact humain, quand vous êtes face à l'écran, enfin il y a un moment donné où nous chez Mooncard d'ailleurs, on avait dans la première étude, on avait un peu pris conscience de ça. Moi, en tant que patron, je planifie pas des réunions après 17 heures. Enfin, pas de raison de... Moi, mon épouse travaille, elle a des fois des réunions qui sont à 18 ou 19 heures. Enfin, je trouve ça hallucinant. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous voulez parler de votre expérience, poser des questions à nos spécialistes aujourd'hui. On vous attend dans un instant. C'est le Grand Matin de Radio, il est 9h30. Il est 9h33, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette grande enquête de l'IFOP Mooncard avec Tristan Le Tertre, qui est PDG de Mooncard justement, et avec une autre spécialiste, Marie-Laure Monneret, qui est coach professionnel certifié, formée à la PNL. Et vos appels au 0826 300 300 avec Jacques, qui nous appelle de la Manche. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités, bonjour à Marie-Laure Monneret. Bonjour Jacques. J'en profite pour faire le rapprochement avec un livre très intéressant de Sophie Braun, La tentation du repli, que vous m'avez offert gentiment. Ah, c'est vrai, Jacques, on vous avait eu en ligne il y a quelques mois, et donc vous avez vu, hein, chose promise, chose due. Hein, vous avez expédié effectivement ce livre, quoi. Franchement, merci, parce que c'est un livre très intéressant. Et écoutant vos invités, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement. Ouais. Il est évident que pour mon analyse personnelle, c'est surtout, l'humain est au centre de mes débats à chaque fois, c'est surtout
la solidarité qui a disparu, le partage, les nouveaux moyens de communication qui vont amener à l'isolement pour beaucoup de personnes. Et je vais faire un petit peu d'humour sur le burn-out électoral. Ça confirme, si vous voulez, le mental des gens actuellement qui sont un peu désespérés, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas faux sur ce repli, le fait qu'on se déplace moins un petit peu. Il n'y a pas eu beaucoup de spécialistes qui l'ont relevé, mais c'est possible que ça a joué un petit peu dimanche dernier pour ce que vous appelez un burn-out électoral. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Hein. Non, c'est pas le sujet du jour, mais c'est une bonne parenthèse. Est-ce que vous avez une question à poser à Marie-Laure Monneret ou Tristan Le Tertre? Tout à fait. La question, elle est tout à fait pertinente sur le fait que est-ce que les détériorations du service public, le management au niveau du travail n'amènent pas les gens justement à ce burn-out parce qu'il y a une pression telle que ça détruit aussi le lien familial, comme vous le disiez. Hein, il y a énormément de divorces et autres. Alors, il faut bien faire la parenthèse entre la période Covid, qui a bien sûr détruit, mais il y a toute une situation, quand on regarde l'histoire, depuis plus de 40 ans, où beaucoup de choses ont été détruites. Et c'est vrai que le citoyen, s'il se prenait un petit peu en charge, parce qu'il ne faut pas jeter les responsabilités comme ça gratuitement, hein, il faut vraiment que les gens reprennent contact entre eux et puissent échanger, parce que les femmes qui sont surchargées de travail à la maison, ça se comprend totalement. Pourtant, la mentalité a changé. Les hommes participent. Alors on va voir avec Marie-Laure Monneret s'il participe vraiment. Mais peut-être déjà la première conséquence sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que parfois le travail vient détériorer la vie de couple, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Tristan Le Tertre. Ça ressort beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on a quitté le bureau, mais on pense encore en étant chez soi, à sa journée, au travail, au lendemain. Oui, en fait, ça on le mesure effectivement, les problèmes de sommeil, les problèmes dans le couple. 69% des cadres qui ont un indice de charge mentale élevé, plus de 7 sur 10, ont des tensions de couple, donc ça peut aller loin, parce qu'évidemment ça peut aller jusqu'au divorce. On a parlé effectivement de l'intimité, donc ça on l'a mesuré. Moi je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise. C'est pour ça le télétravail 100%, en disant on renvoie les gens chez eux, c'est formidable, il n'y a plus de transport. Bon, c'est vrai que c'est bien, mais nous, on a vécu d'une part par exemple des célibataires un peu dans notre société en région parisienne qui étaient isolés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le lien social où l'entreprise est un moment important de la journée et de la semaine pour créer des liens. Quand vous supprimez ça, vous avez des gens qui sont seuls et en difficulté. Et nous, on l'a mesuré. On a eu des... Alors, ça reporte la responsabilité sur le manager, parce que du coup, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur identifier j'ai envie de dire, des populations à risque. Mais c'est difficile, c'est-à-dire que la fonction de manager a probablement évolué. Elle avait déjà évolué ces dernières années, mais à travers le confinement, probablement. Je pense que des résultats comme cela, de dire les mères de famille, mais toute population avec enfants, sans enfants, c'est un indicateur. Donc ça doit nous interpeller les managers, les sociologues, les experts. Et puis, le rôle des managers va aussi évoluer, parce que le télétravail, ça se fait pas. On manage pas au bureau comme on manage maintenant avec un peu de télétravail. Oui. Est-ce que et je m'adresse à vous, comment on peut, comment on peut, quand on est en surcharge mentale, en tout cas, de se dire, c'est le moment avant que ce soit trop tard. C'est ça qui est difficile à déceler. J'imagine que quand on vient vous voir, c'est parce qu'on est vraiment au bout du rouleau. Est-ce qu'il y a des petits des signaux auxquels on doit faire attention, justement, pour éviter qu'il soit trop tard, en fait? En fait, la conséquence de la charge mentale excessive, c'est le stress. Et le stress, on peut chacun trouver ses alertes par rapport au stress. Il y a des gens, les symptômes de stress, ça va être de ne pas dormir, comme vous le disiez tout à l'heure. D'autres, ça va être les maux de dos, l'irritabilité, l'agressivité avec le conjoint ou avec les enfants. Donc manger n'importe quoi, ou pas manger du tout, problème digestif. Il y a énormément. Chacun est différent sur ce point-là, mais donc chacun doit réfléchir et se dire quels sont moi mes indicateurs pour le stress, et
du coup, se dire, à partir de tel moment, je lève le pied, là, il y a un problème. Parce que de toute façon, le corps va toujours nous dire... Envoyer des signaux. Quand il y a un problème. Il va le dire, et puis il y a un moment où c'est le burn-out, et effectivement, il arrête carrément. Oui. Donc, c'est important, chacun, d'avoir ses seuils d'alerte pour réagir à ce moment-là et en parler. Oui. Alors en parler, justement, Marie-Laure Monneret, quels vont être les premiers conseils? On ne va pas faire une séance de coaching, mais c'est particulièrement intéressant. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se disent, oui, mais alors comment je fais? Et donc, qu'est-ce que vous enseignez, vous, dans un premier temps, quand vous rencontrez ces personnes qui sont beaucoup des femmes, quoi, hein? Oui, absolument. Sur cette charge domestique, quoi. Ce sont des femmes, effectivement. La première chose est effectivement d'en parler. Et c'est vrai que c'est bien, du coup, que cette notion de charge mentale soit maintenant connue de tous. Ouais. Parce que tout d'un coup, les femmes se sont dit, mais oui, en fait, c'est effectivement ça dont je souffre. Et finalement, s'il y a souffrance, peut-être que je peux en faire quelque chose. Donc déjà ça, c'est une chose positive. Et puis, il faut en parler avec le conjoint. Parce que c'est une affaire de couple. Oui. Si le conjoint est un bon récepteur, parce que c'est pas toujours le cas. Certes, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le point de départ. Il faut mettre ça sur la table, quoi. C'est le point de départ, parce que à partir du moment où toute cette charge est répartie entre deux, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de stress, parce que c'est gérable entre la vie professionnelle et la vie à la maison. Mais ce qui pose problème, c'est quand c'est focalisé sur une seule personne. Donc c'est une répartition des tâches, ce que vous dites. Bon, on va déjà faire un listing qui fait quoi dans le couple, quoi. C'est un peu ça, non? Alors, c'est pas tout à fait une répartition des tâches, je vais être un peu pointilleuse sur la question. C'est une répartition des responsabilités. Oui, des responsabilités. Parce qu'en fait, effectivement, les tâches, ça prend du temps à faire. Donc ça met de la pression, mais ce qui met surtout la pression, c'est le fait d'avoir à les orchestrer, à les planifier. C'est comme quand le conjoint a l'impression d'aider en disant tiens, je vais aller faire les courses, fais-moi la liste. Et qui vous appelle toutes les 10 minutes. Mais non, parce que la liste, c'est ça qui est le problème. Qui est le problème, parce que ça veut dire qu'il faut planifier, ça veut dire qu'il faut réfléchir à tous les repas, ça veut dire réfléchir au fait que la petite, elle doit apporter son gâteau d'anniversaire à l'école. Enfin, c'est tout ça qui occupe l'esprit. Mais est-ce que tout le monde est apte justement à partager en fait ça? C'est-à-dire à la fois pour que l'autre personne fasse la liste, par exemple, l'établisse, pour que... Enfin voilà, ce n'est pas aussi évident que ça. Sur le papier, c'est très bien, mais dans les faits, est-ce que... Il faut éduquer aussi les maris. Oui. Il faut éduquer, il faut tester, mais effectivement, ce qui est important, c'est de partir du constat. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire une espèce de diagnostic. Qui fait quoi? Combien de temps ça prend? Quelles compétences ça demande? Est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que j'aime pas? Etc. Enfin voilà, faire une espèce d'état des lieux. Et puis ensuite, se répartir de manière équitable. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 50% chacun exactement. Ça veut dire qu'on va faire selon ce qui est faisable pour chacun, parce que la vie de couple, c'est pas le bagne non plus. Bien sûr. Il faut que chacun ait l'impression, en plus de remplir sa mission, la mission qu'il a envie de... Et la place. C'est gratifiant en plus. Mais énormément. Oui. Et puis le fait de partager, ça permet aussi que l'autre se rende compte de ce que son partenaire fait. Et aujourd'hui, une bonne part du stress généré par la charge mentale vient du fait du manque de reconnaissance. Parce qu'on considère que c'est normal que la femme s'occupe de tout ça. C'est normal que ce soit la femme qui prenne le rendez-vous chez le pédiatre. C'est normal qu'elle gère tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, oui, Jacques le disait tout à l'heure, les maris en font plus. Oui. Certes, ils en font plus, mais ils font déjà 2 heures de moins par jour que la femme, de tâches parentales et ménagères. Et ils ne font pas le même type de tâches non plus. Oui. C'est-à-dire qu'ils font des tâches qui sont un peu plus gratifiantes quand ils s'occupent des enfants. C'est plus sur l'apprentissage, sur le jeu, sur la conversation. Mais l'accompagnement à l'école, l'accompagnement chez le pédiatre, l'orthodontiste, c'est... Et ça vient aussi peut-être en amont de l'organisation au travail, quoi. Ce que vous voyez à travers cette enquête, puisque évidemment, s'il y a une pression venant du travail, il faut répartir aussi la charge, quoi, d'une semaine sur l'autre, par exemple. Toi, tu rentres plus tôt, ça part de là, quoi, non, Tristan Le Thym? Oui, absolument. Moi, ça renvoie probablement à l'inégalité salariale et aux responsabilités hommes-femmes. Moi, j'espère évidemment que les femmes ont autant,
voire plus de responsabilités que les hommes, et que finalement, ce que vous décrivez ne se passe pas, puisqu'on veut pas, enfin, je pense qu'on veut pas d'une société dans laquelle les hommes ont plus de responsabilités au travail, et donc ça découle à la maison. Non, mais bien sûr, mais après, quelle que soit la responsabilité de l'un ou de l'autre au travail, il faut l'organiser en conséquence pour que ça se passe bien au domicile. Exactement, ouais. Est-ce que quand on est au travail et qu'on voit qu'un de ses collègues ou une de ses collègues est en train de changer, est-ce qu'il faut le signaler? Ça, c'est toujours une vraie question de dire est-ce qu'on peut se mêler de la vie d'autrui, mais lorsque vous parliez des comportements tout à l'heure, est-ce qu'un comportement qui change, il faut quand même signaler pour aider peut-être la personne? Pour moi, c'est le drame ou le risque du télétravail. C'est-à-dire que de tous ces moments dans une visioconférence, vous voyez pas ces signaux-là d'un collègue qui vous parlerait à la machine à café avec les bras qui tombent et tout ça. Donc pour moi, l'un des risques du télétravail, c'est de pas justement déceler tout ça, de pouvoir avoir des petits mots, des échanges, tout l'informel, toute la machine à café. C'est aussi pour ça que le confinement a eu un impact, c'est que vous n'avez pas un collègue pour vous réconforter, pour partager les problèmes, surtout si ce sont des problèmes liés au couple, aux enfants ou à la famille. Vous n'avez pas forcément envie de le partager dans la maison. Ou avec les amis. Ou avec les amis. Il n'y a pas les collègues. Et vous qui êtes spécialiste de toutes les questions administratives, financières, etc., à Mooncard, ça fait partie aussi des préoccupations de chacun, quand il rentre à domicile, se dit, bon, voilà, j'ai terminé ce travail. Et on pense beaucoup à des entrepreneurs, mais pas seulement, à des artisans, et qui vont avoir des heures de rab longues, souvent le soir, quoi. D'où la simplification avec ce que vous proposez. Vous. Oui, absolument. Donc, je pense que déjà il y a deux catégories de cadres il y a ceux qui le veulent. Moi, je suis dirigeant d'entreprise. Évidemment que je passe ma vie à penser à mon travail, même dans un cadre professionnel. Mais je l'ai choisi. Ce qui est plus grave, c'est comme dit Marie-Laure, c'est quand on le subit. Donc ça évidemment, ça alerte. Après, voilà, il y a plein d'irritants. Donc, pour reprendre les processus administratifs, vous avez les réunions, on en a parlé. Et puis, sur des aspects d'argent, je l'évoquais également, tout ce qui est gestion des congés, tout ce qui est gestion de la paye, de sa rémunération. Et puis, le numéro un. Et de valorisation de l'humain, surtout. Et de valorisation de l'humain. Ce dont vous parliez tout à l'heure, Marie-Laure. L'important, c'est d'être valorisé dans son travail et valorisé à la maison, dans son positionnement, dans le couple. Dès que ça touche l'argent, nous, on a repéré. C'est-à-dire que dès que vous avez des sujets d'argent, de remboursement, de frais de rémunération, un peu la santé, là, vous êtes sur des cordes extrêmement sensibles. Oui, et puis d'autant qu'il faut le dire, d'un point de vue administratif, les choses ne se sont pas véritablement simplifiées au fil des années. Je n'ai pas l'impression, si. Alors, nous, en fait, c'est le grand débat de la technologie. C'est-à-dire que vous avez la mauvaise technologie et la bonne technologie. Donc la mauvaise technologie, la mauvaise technologie, c'est, à mon avis, c'est la charge mentale, c'est les messageries, les WhatsApp, les Slack. Vous savez, vous avez plein de forums dans les entreprises, des outils formidables qui vous permettent d'être très connectés à n'importe quel moment. Sauf que le soir, quand vous êtes dans le lit, ça m'est arrivé hier soir, évidemment, avec cette étude formidable. Vous êtes fait engueuler, j'espère. Voilà, j'ai répondu dans mon lit, j'écrivais, tout ça. Voilà. Bon, si j'étais sur un ordinateur, ça ne serait pas arrivé. Mais il y a de la bonne technologie. Mooncard en fait partie, mais vous avez énormément de start-up qui agissent sur l'essence et la paye pour simplifier les choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Laure Monneret, pour ce livre Exit, la charge mentale aux éditions First. Et vous êtes la société Bloom Coaching. Voilà, exactement. Et avec nous aussi Tristan Leteutre, PDG de Mooncard.